Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Là, c'est vrai, là. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. World Champion. Bad Mouth. Je me souviens pas après. Comme dirait mon ancien partenaire, David Legaudi le Chauve. Non, c'était pas le Chauve, c'était Sly Sylvain Grenier qui disait toujours « Tous les gros ont de gros mollets », j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie. Mesdames, messieurs. Et là, t'en oublies, Marc, t'en repères, c'est incroyable. Je suis fatigué. Comment ça que t'es fatigué? Ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux, je produisais hier, jeudi le 26, pour une 15e année consécutive ou à peu près, une soirée du syndicat Lavallois des employés de soutien scolaire, 1000 personnes. Wow. C'était au Château Royal. Puis mon bon ami Théo Bourras, je ne sais pas si tu connais Théo. Mais non, mais on va le saluer, il est sûrement à l'écoute. C'est un des chums, il était pour nous autres à TOW. Chris. Lutait. Oui, Christopher, un anglophone, il était comme en... Ah, Chris Cruz. C'est ça. C'est un des bons amis à Chris Cruz. Ah. Et moi, j'ai amené 1000 personnes. Je les ai changés de place. Je les ai amenés au Château Royal. Écoute, c'est un contrat... Oups! Problème technique, mesdames, messieurs. Il échappe son micro puis tout. C'est ça. C'est peut-être un contrat de 75 000. Puis il m'a payé un verre de vin rouge chipette. Bon, mais au moins, c'est ça, il t'offre. Il dit « Tonight, you're on me ». T'en voulant dire, Chris, je travaille, je ne bois pas quand je travaille. Mais non, je sais bien. C'était une belle soirée, une nouvelle thématique des années 80. J'avais fait faire des personnages par mon artiste. J'avais Mr. T, j'avais Hulk Hogan. Les gens se prenaient en photo. Il y avait un sosie de Hulk Hogan qui avait amené le personnage à côté de sa table. Sosie, déguisé en Hulk Hogan. Ah, OK. Ouais. Non, c'était bon et ça s'enligne pour que je sois là encore l'an prochain, mais là, ça devient compliqué. Mais c'est pour ça que tu bois du café là, pour l'enregistrement, Marc. Ah oui, tout s'explique. Je me suis couché à 1h30 du matin, puis hier, je me suis entraîné et en plus, j'ai fait 12 800 pas en plus de l'entraînement. 12 800 petits pas, il faut le préciser. Ouais, ça dépend. Hey Marc, on est quasiment rendu dans ce segment-là, mais on ramène cette semaine le segment le plus populaire des ondes à travers la planète. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Et là, Marc, on était parti d'en savoir pourquoi tu es fatigué, mais ça rentrait dans les nouvelles à Blondin. Alors, on va dans le vif du sujet des nouvelles à Blondin. Tu as fait allusion. Comment va l'entraînement? Ça va bien, à part aujourd'hui où je vais prendre une pause, parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment, vraiment fatigué. Ouais. Il faut que j'aille m'installer. Demain, j'ai un mariage. Ah oui, qui se marie demain? Karine et Yvan. On les salue, Karine et Yvan, ils sont sûrement à l'écoute. Oui, fait que je vais m'installer à More Nights tantôt pour pas stresser demain. Ouais. Fait que ça va bien. Écoute,
Je suis à 19 livres De perdu. de perdu. Puis là, je me le fais dire. Oui, ça paraît dans ton visage. Sérieusement, je te regarde là avec ta petite blouse, mais je sais que c'est ton pyjama qui a l'air d'une Ouais, blouse. ouais. Mais c'est un pyjama. T'as une petite face, on dirait. Là, Mais mes chandails double XL que je portais, là, je me fais dire qu'ils ont de l'air grand. Fait que tes abris tempo qu'on appelait, là, les Ouais, grands abris. Ouais, ouais. parfait, tant mieux, Fait tant que mieux, Marc. non, je suis content, ça va bien. Par sa part, fier de toi, partner. C'est bon, ça. Ben, merci. Puis je lâche pas, je suis content, puis on lâche pas. Je lâche pas! Oh, nanana, je lâche pas! Qui chantait ça? Marjo? Corbeau? Ben, c'est Marjo Cibolo qui chantait Oui, dans mais Corbeau. Cibolo. Elle a dit Marjo Cibolo. C'est ça une rime! Ben, j'en connais une meilleure. Es-tu prêt? Non. C'est parti! Mon kiki! Oui! Hey, on continue les nouvelles à Blondin. Simmania, qui aura lieu le 1er novembre prochain. Microbrasserie l'entêté. Attraction spéciale. Handsome GF contre Santino Marella. Comment ça va la vente de table VIP, Marc? Écoute, c'est la première semaine depuis un bout qui ne s'est rien passé. C'était le calme plat, une chante tellement occupée. Ben oui, c'est ça qui arrive. Mais je vous rappelle que Jake Madison va affronter Matt Izzy dans le combat d'ouverture. C'est le 1er novembre prochain. Le retour des bonhommes 7 heures. Matt Izzy est un élève de Santino Marella. On aura un combat de cercueil entre le Green Phantom contre Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano. Le parrain de la lutte au Québec. Exactement. Combat par équipe, les Piranhas face au bal des monstres pour rester dans la thématique Halloween. Et il y aura bien sûr les 2 combats, les 2 demi-finales pour le premier championnat. Max Lemire contre Mathieu Saint-Jacques. Et que ça va être bon. Ah oui, ça, j'ai hâte de voir qui va être en finale. Et l'autre... c'est notre ami Jeremy Prophet. Ben, je pense qu'il est mieux de se faire appeler Prophet, un ou l'autre, là, face à Ian Harrison. Oui, ça va être bon, ça aussi. Tu as 2 grosses demi-finales là, pour couronner le premier champion Simmania. Et l'événement, l'attraction principale, Handsome GF qui portera des bobettes en fourrure. Non, ça n'arrivera pas, ça, Blondin. À son combat face à Santino Marella, que j'aurai bientôt en entrevue sur le CIM. J'ai hâte de l'entendre en entrevue, voir s'il va dire des bêtises encore. Ben, c'est sûr. Il va te montrer que le petit fraîchier à Clément, il va s'en occuper. Moi, ça! Ben oui, tout le monde le sait que t'es frais. Je sais, mais la vérité, c'est choquant, Marc. Quand t'es beau et t'es bon, ça choque les gens. Il faut l'avouer, c'est tout. Oui, c'est sûr. Hey, prends une gorgée de café, puis on parle de ALC à la carte. Oui, à la carte sport avec mon ami LPT. Écoute, les choses vont bien de ce côté-là. On a un événement qui s'en vient le week-end prochain à Laval, 3 jours. Quelle date, Marc? 3, 4, 5 octobre. Moi, je serai là une des 3 journées. Je vais l'annoncer. On va faire un break de cartes. Et encore là, vous aurez une chance de gagner de table VIP à Simmania. Je te dis qu'il en reste plus gros, mais j'ai eu tellement de semaines de fous que je ne peux pas faire le. Mais on est encore autour de 3 tables. Là. C'est vraiment pas gros. Alors, avec à la carte sport, on va également faire un autre break sur Facebook. Et il y a les soirées, dont le 10 octobre, les soirées qui s'en viennent au Boston Pizza Centropolis. On vous invite à venir le match alors que le Canadien sera à Boston face aux Bruins. Oui, ça va être bon, ça, avec Big Mario Boyer et toute l'équipe. Oui. Fait que c'est pas mal ça qui se passe avec à la carte. Je sais pas si je t'ai-tu parlé du tournoi de golf ou. Non. Non? La semaine passée, on était là avec LPT, Vincent, mon beau-fils. Hey, tu m'en as parlé, mais je ne sais pas si tu en as parlé en ondes. En tout cas, c'était on est 2 amnésiques, on peut en reparler, là. Une belle soirée au casino de Wallinac. Je suis arrivé très tard. Je ne pense pas qu'on s'en est parlé. C'était vendredi dernier, puis je suis arrivé à 1h30 du matin. OK, mais je sais que tu es allé jouer au golf, mais Mais c'est donc pas grave.
Mais non, c'est pas grave, Marc. C'est sûr que c'est pas grave. Hey! En grande primeur, qu'est-ce que tu as à nous annoncer aujourd'hui, Marc, par rapport à un changement sur ton corps? Ben, c'est fait. Je me suis fait tatouer Self-Proclaimed Legend. Wow! Est-ce qu'on va voir ça bientôt sur les réseaux sociaux? C'est déjà sur les réseaux sociaux. D'après moi, c'est déjà sur les réseaux sociaux. En tout cas, si c'est pas là, ça va l'être, je peux te le dire. J'ai filmé 3 petites vidéos pendant que ça se faisait. Et non, bien content. Ça a bien sorti. Marie-Christine a fait un très, très beau travail de libre expression à Saint-Eustache. À Saint-Eustache! Saint-Eustache. Quel salon de tatouage qu'on les salue en ondes, là? Je viens de le dire, libre expression. Parfait. J'ai juste que tu le dises une deuxième fois. Peut-être qu'ils vont acheter une participation. Je fais un lien, là, parce que Bound for Glory s'en vient en octobre pour nous à Détroit et on vend des participations pour gagner un chandail signé de Amber Jackay. Oui, le chandail bleu poudre avec le numéro et même écrit Wi-Fi. Je trouve ça vraiment sharp. C'est 20 $ par participation. Là, on a besoin de vous. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Pas reçu quasiment rien. On est en bas de 10. Et ça nous en prend, là. Fait que là, on a besoin de vous autres. Écrivez-nous en privé. Jean-Frédéric Clément, Marc Blondin. Et s'il vous plaît, supportez-nous pour aller voir ce combat entre PCO et Matt Cardona, entre autres, à Bound for Glory. Un Monster Ball. Donc, Matt Cardona qui s'autoproclame le Dead Match King, le roi des matchs de la mort. Même s'il n'en fait plus. Mais quand il est parti de Zack Ryder à Matt Cardona, il est allé à la GCW. Il en fait encore un petit peu, mais ça va être très bon contre PCO. Cette histoire-là, on se rappellera que ça a commencé le lendemain de Slammiversary aux enregistrements télé où PCO se mariait avec Steph Delander dans le ring et Cardona a fait une apparition. Il avait un cadeau dans les mains, un cadeau empoisonné. C'était oui, il a assommé PCO. Mais. Fait que non, ça va être une belle carte à Bound for Glory à Détroit. Alors, on va avoir plus de détails dans les prochaines semaines. Et bien sûr, on pourra avoir différents participants de Bound for Glory sur notre podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs, dans les prochaines semaines. Wow! Hey, quel bon segment! C'est ce qui conclut les nouvelles à Blondin. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, on saute dans le vif du sujet cette semaine. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on va vraiment en parler. Le documentaire Who Killed WCW. Et on va mettre la table. The table is putting. Ça a été réalisé par Vice Studios, ceux qui avaient fait tous les Dark Side of the Ring, en collaboration avec la compagnie de production de The Rock, Seven Bucks. Et tu sais pourquoi il appelle sa compagnie de production Seven Bucks? Non. Quand il s'est lancé dans la lutte, il restait 7 piastres dans ses poches parce que The Rock a joué à l'Université de Miami comme joueur de football. Ça n'a pas fonctionné. Il a essayé dans la Ligue canadienne. Ça n'a pas fonctionné. Il se ramassait devant rien, 7 piastres dans ses poches. Et regardez aujourd'hui, je pense qu'il y a plus que 7 piastres dans ses poches. D'après moi, oui. Et j'ouvre une parenthèse, Handsome, parce que on parle d'un documentaire alors que celui sur Mr. McMahon est sorti. Oui. Le timing est bizarre, mais c'est sûr que la semaine prochaine, j'espère pour l'épisode 186. Oui, on n'a pas le choix, Marc. On n'a pas le choix, c'est trop bon. Moi, j'ai écouté un épisode et demi de Mr. McMahon. Il y en a 6. Bon. Oui, c'est ça, c'est vraiment bon. Si je ne m'étais pas arrêté, j'aurais passé la nuit à les écouter. Tous les fans de lutte, il faut que vous ayez écouté ça. Bon, on va en parler la semaine prochaine. Mais cette semaine, c'est intéressant. Juste en fermant le dossier, si ça vous tente de participer la semaine prochaine, être avec nous, écrivez-moi et on va prendre rendez-vous pour vous avoir sur l'épisode 186 sur le documentaire de Mr. McMahon sur Netflix. Mais cette semaine... Il faudrait parler à Pat Laprade. Pat Laprade est sur 83 Weeks cette semaine pour parler du documentaire. Je ne peux pas croire qu'il ne viendrait pas sur notre podcast en parler aussi. Oui, on pourrait peut-être faire ça, mais ça a l'air qu'il n'a pas aimé
ce que j'ai dit à Gino Brito la semaine passée, là, que tout le monde était un peu ami avec lui. Non, ça l'a choqué. Ben, je ne sais pas. Je te dis ça, j'ai aucune Ok. idée. Hey, les gars, il part le trouble. Hey, il est foutu de trouble, ce blondin-là. Hey, cette semaine, Who Killed WCW, un documentaire sur 4 épisodes où on a interviewé The Rock, Goldberg, Bischoff, Bret Hart, Booker T, Conan. Il y en a plein d'autres. Nash. Il y en a un qui a refusé d'être interviewé pour ça. C'est Chris Jericho. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais. Mais écoute, c'est télé-documentaire, whatever, comment qu'on les appelle. Comme tu as dit tantôt, là, quand tu rentres dedans, tu as de la misère à sortir. Moi, comme de raison, je l'ai vécu. J'étais en ondes en Europe et à RDS. Alors, ça me rappelle plein de souvenirs. Et là, je vois les jeux de coulisses et je vois les erreurs qu'on se disait, voyons donc. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à notre ami Mathieu Lavigne d'être avec nous. Et, spécialiste de tout ce qui est cinéma, documentaire. Et il va peut-être en profiter pour terminer son fameux top 5 sur les costumes. Mais ce que je lui ai dit, et j'ai fait un top 5, moi, des raisons de ceux qui ont tué WCW, World Championship Wrestling. Et vous allez voir dans l'entrevue avec Mathieu qu'il me questionne là-dessus. Puis j'ai pas voulu demander de faire un top 5 à lui parce que j'aime pas ça des épisodes de 8h10 de podcast. C'est ça. Oui, effectivement. Bonne idée. Hey, c'est bien pensé, ça, partner. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux bien, envoie cette entrevue avec notre ami. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec mon ami, un homme extraordinaire, un connaisseur de bière, un spécialiste du cinéma et de tout ce qui est de documentaire, une vraie encyclopédie de la lutte, mon ami Mathieu Lavigne. Il est là, Lave, avec son gaminet, son T-shirt rouge Zellers, où on pouvait manger des pommes enrobées de pâte et de sauce au caramel tout à fait incroyable, comme dirait Handsome GF. Comment vas-tu, Lave? C'est ça votre souvenir du restaurant Zellers, M. Blondin? Moi, je te dirais les gens de tu sais, les lunchs. Je me souviens, plus jeune, j'étais représentant sur la route dans le domaine électrique et souvent, j'arrêtais à manger un club sandwich, un pain de viande, les assiettes de dinde. C'était... je n'aurais pas soupé là avec ma femme, là, mais... Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, M. Blondin, les Zellers devaient être encore ouverts. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps, il y a encore des gens qui ont bien hâte que tu termines ton top 5 sur les costumes. Je pensais que c'est pour ça qu'on se parlait aujourd'hui, mais ça a l'air que vous avez d'autres plans. Mathieu, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation du Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est bizarre, je me sentais un peu imposteur ce matin parce que tout ce qu'on entend parler, c'est Mr. McMahon. Et là, nous, on fait un podcast sur Who Killed WCW, mais que veux-tu, c'était prévu ainsi. Mais juste dire aux auditeurs ou à ceux qui regardent sur YouTube, j'ai écouté très, très tôt ce matin l'épisode 1 de Mr. McMahon et comme on l'a confirmé, la semaine prochaine, on fera quelque chose là-dessus. J'imagine, toi aussi, tu as été interpellé par ça? C'est une période qui est assez faste pour les documentaires. Hein? Exactement. On est dans un moment très, très... grosse semaine pour les documentaires. Moi, j'en recommande un, d'ailleurs, au moment où les auditeurs vont entendre ce podcast-là. Il y a un autre documentaire qui est sorti sur le Aboriginal People Television Network, qui est The Death Tour, que moi, j'ai eu la chance de voir au cinéma du Parc le mois dernier. C'est extraordinaire comme documentaire. Ça raconte les 3 semaines sur la route d'un groupe de lutteurs qui s'en vont dans le nord du Manitoba faire des spectacles de lutte pour les communautés des Premières Nations. C'est extraordinaire comme documentaire de lutte. Ah oui, wow. Mais je ne suis pas là pour ça, mais ça, je suis sûr qu'on va pouvoir en reparler éventuellement.
Ben, tu m'as donné la suggestion récemment. Quand on s'est pas parlé, mais on a échangé pour parler de Who Killed WCW. Je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, Ouais. ben, peut-être parce que le titre est en anglais. Qui a tué la WCW? Et tu m'as dit que ça serait le fun de faire un épisode sur les documentaires et je l'ai bel et bien en note. Je vais te revenir. Ouais. Mais parlons de cette fédération, de ce documentaire de 4 épisodes sur la World Championship Wrestling. Moi, je t'avais dit que j'ai fait mon top 5 des raisons. Après, ceux qui ne le savent pas, parce que des fois, les gens se joignent le groupe et sont plus jeunes. Moi, j'étais dans le feu de l'action quand c'est arrivé. J'étais là début 97 jusqu'à la fin. Donc, je voyais des choses, je constatais des choses, j'essayais de comprendre des choses. C'est sûr qu'en voyant les 4 épisodes du documentaire, j'ai été capable de me faire une meilleure idée. Mais quand tu dis, ce que je pourrais te dire, moi, là-dedans, c'est que, mettons que je décide d'empoisonner ma femme et que je m'en vais dans la cuisine et que je trouve n'importe quel ingrédient pour la faire vomir, j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé à la WCW. C'est comme si tous les ingrédients négatifs, tout ce qui pouvait être nul, let's go, on le fait. Je pense que c'est un peu la conclusion du documentaire, c'est qu'il n'y a pas juste un facteur qui a tué la WCW, mais que tout était réuni pour faire une espèce de catastrophe. Les mauvais côtés de chaque type de personne qui était impliquée dans cette fédération-là ont conjugué ensemble pour faire un parfait désastre, un gaspillage. Moi, je le cache pas à vos auditeurs, M. Blondin, je déteste la WCW. J'ai jamais aimé ça. J'ai essayé, pas tort que j'ai essayé, puis DDP a une excellente ligne, je pense que c'est dans l'épisode 2. Il dit, tu peux fucker un match tant que tu veux, fuck pas le finish. Puis, je sais pas pour vous, mais je pense pas que j'ai déjà regardé un seul match de la WCW où il y a un finish normal. Même les bons matchs, il y a des mauvais finishes. Je déteste la WCW. C'est le pire de chaque côté de la personnalité de chaque personne. Puis, même le documentaire, je pensais que j'allais plus aimer ça que j'ai aimé ça. Puis finalement, on se retrouve avec un paquet d'intervenants qui se pointent le doigt un à l'autre, puis vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que le comportement de chaque personne dans le documentaire reflète exactement ce qu'ils étaient dans le backstage. On a un Bret Hart qui est très bitter, qui est très personne ne sait comment. Ouais. On a un Kevin Nash qui a l'air gelé comme une balle, qui se calisse de tout. Ouais. On a un Vince Russo qui a l'air de croire ses propres mensonges, qui a l'air de mentir comme il respire, mais qui est en même temps super charmeur puis très convaincant. On a Bischoff qui est la pierre angulaire de tout ça, qui est la colle qui retient tout tant bien que mal. On a des absents qui... Tu sais, on dit des fois qu'une non-décision ou un non-dit, c'est une décision. Exact. J'ai l'impression que les absents dans le documentaire en disent beaucoup sur soit leur niveau de responsabilité ou soit quel genre de manger de marde ça devait être dans le backstage. Tu sais, on a DDP puis Booker T qui ont l'air beaucoup trop joyeux, beaucoup trop généreux de leur personne quand ils parlent de la WCW. J'ai l'impression qu'ils devaient être exactement comme ça dans le backstage. Des gars beaucoup trop enthousiastes, contents d'avoir une job, qui chaque jour étaient là pour donner leur maximum. Puis on a The Rock qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as aucun rapport dans cette histoire-là. Tu fais juste, t'as de l'argent puis de la notoriété, fait que tu t'insères dans l'histoire de la lutte. Juste pour être sûr qu'on t'oublie pas. Je pense que The Rock est là pour dire qu'il est là, pour amener peut-être une clientèle autre, plus jeune, puis tout ça. Mais je suis d'accord avec toi. Puis je me demandais, Sting, il est où? Ric Flair, il est où? Tu sais, des noms. On voit Conan qui parle quand même beaucoup. Écoute, c'est vraiment spécial. Moi, dans les notes que j'ai prises,
je me souviens d'une phrase de Eric Bischoff qui dit la WCW était contente d'être numéro 2. Tu sais, on parle là, des années, mettons, 95 et moins, si tu veux, là, ou 94 et moins. Sauf moi. Lui, Bischoff, il se voyait pas deuxième. Puis, tu sais, je veux dire, je l'écoute. D'ailleurs, bravo à notre chum Pat Laprade. Là, je suis là-dedans présentement, là, qui est invité sur son podcast avec Conrad Thompson. Là, ça, c'est quelque chose en tabarouette. Quelque chose plus que quelque chose. Mais c'est ça pour moi. J'ai beaucoup de respect pour Bischoff, malgré bien des côtés sombres, mais ça en dit beaucoup. Et tu parles de Bret Hart, l'amertume, chaque phrase qu'il dit, et je les crois. Quand il dit « j'ai jamais fait autant d'argent à rien faire », quand il traite les gens de morons, quand il parle de Goldberg, tu sais, c'est un gars qui est amer, mais avec raison, tu penses pas? Puis, il y a aussi le fait que même à la WCW, dans son cœur, il est encore un WWE guy. Il a jamais il a quitté la WWE de façon horrible, mais dans son cœur, il est encore employé par la WWE quand il est à la WCW. Il n'est pas là pour vrai, il est juste payé pour être là, mais il a le même gear, la même personnalité, la même façon de lutter. Il reste le même gars transposé dans une fédération qui ne veut pas de lui et dont il ne veut pas non plus. Mais parlons-en de ce que tu dis, une fédération qui ne veut pas de lui. T'sais, comment ils ont pu échapper la balle avec un Bret Hart? Tu sais, qu'on a payé à gros prix, qu'on amène et on en fait plus ou moins rien. C'est là que tu t'aperçois, ça, c'en est une des premières erreurs, là. Quel gaspillage. Premières erreurs. Moi, j'ai hâte d'entendre votre top 5. Là. On renverse un petit peu les rôles aujourd'hui, au sens où... c'est parce qu'on voulait faire en bas de 2 heures. Ouais. Mais oui, si tu veux, je peux y aller comme ça. Oui. Écoute, moi, j'ai mis à mon numéro 5, j'ai retenu, je pense, je ne sais pas si c'est DDP qui dit on est devenu trop gros, trop vite. C'est soit Booker T ou DDP, là, parce qu'on les voyait souvent, mais... les deux terre à terre en plus dans leurs estimations. Oui, exact. Et je pense que le fait que la WCW a commencé dans les Monday Night War de battre la WWF, ça a fait une genre de tête enflée qu'on peut tous payer. Les codes d'écoute arrivaient, c'était incroyable. Autant, tu sais, quand tu jumelles les deux fédérations, la lutte du lundi soir, c'était méga gigantesque. Je pense que par la suite, les dépenses folles qui ont été occasionnées par cette tête enflée d'avoir réussi l'impossible, je pense que c'est une des raisons. Oui, puis quand n'importe quoi qui commence trop brutalement va se terminer aussi brutalement. C'est comme quelqu'un qui commence le gym d'un coup, qui va 5 jours par semaine. Il y a fort à parier que dans 1 mois, cette personne-là va y aller une fois, sinon aucune fois par semaine après ça. Si ça commence trop vite, ça va finir aussi vite que ça a commencé. Mais là, tu ne parles pas pour moi, là, parce que je m'entraîne 6 jours par semaine depuis 2 mois et je suis rendu 2 mois? Non, 21 livres et 21 livres en moins. Fait que je suis content. Est-ce que vous avez perdu ça dans vos mollets? Non. Oh non, les mollets, je les entretiens. C'est juste si on était dans la période des comme Hogan, là, des stéroïdes, je pense que je mettrais dans mes mollets pour qu'ils soient plus gros. Tu dois être pas mal plus mobile, 21 livres, ça doit faire du bien aux genoux, puis
Mathieu, j'ai toujours été un gars très mobile. C'est pour ça que j'ai Ouais. 2 voitures. Et boy. OK, J'ai on jamais poursuit. entendu cette ligne-là. On poursuit. Écoute, Bischoff, je le mets dans mon top 5 quand il a perdu le focus. À un moment donné, et ça revient dans les autres, ce qu'eux ont appelé le political ou internal bullshit qui a commencé à voir à l'intérieur des murs de l'entreprise, qui a fait en sorte que Bischoff était comme écœuré. Puis là, il a cédé beaucoup de contrôle. Entre autres, il en parle quand il a cédé à Kevin Nash. Nash, il a dit, garde, laisse-moi m'en occuper, puis tout ça. C'est sûr que c'était pas une bonne idée parce qu'on le sait, les Nash, les Hogan, les vieux de la vieille voulaient tout avoir pour eux. Et la preuve, ben, on a entendu parler lorsque les Amigos sont allés de l'autre côté, le Perry Saturn, Chris Benoit, Dean Malenko et Eddie Guerrero, quand ils sont partis, on les retenait. Pourquoi? Ben, parce que Bischoff était peut-être trop près de ses vedettes, de ses grandes stars qui payaient à coups de millions. Je pense que ça a été très dommageable pour la WCW. Ouais. Tu sais, j'écoute ironiquement des WCW Thunder une fois de temps en temps, puis c'est l'époque où Kevin Nash a le book, comme on dit. Puis c'est juste les segments backstage, on le voit tout de suite. Là. Kevin Nash, il est étendu contre un bureau, il s'en fout, il boit un café. Après ça, il se pointe pour un main event qui est, tu sais, il fait la finale à chaque fois, puis c'est un match de 2 minutes où il y a 45 run-in. On s'en fout rendu là. Je sais pas. Kevin Nash aurait jamais dû avoir un truc qui ressemble à des décisions de booking. Tu sais, c'est un gars qui était rendu assez âgé, puis moins mobile, puis qui n'a jamais vraiment fait des bons matchs, à moins de lutter contre un gars comme Bret Hart. Puis il est le premier à l'avouer dans le documentaire que ses meilleurs combats de sa vie, il les a eu à la WWF contre Bret Hart. Puis c'est ce gars-là qui est en charge du booking. Puis même dans le documentaire, j'aurais dû proposer à Bischoff qu'on aille aux danseuses à la place. Ouais. Puis c'est drôle. Quand tu parles de Thunder, je l'ai dans mon top 5 parce que ça m'a vraiment frappé. Quand ils ont décidé d'avoir 2 heures le jeudi soir et que Nitro roulait très bien. Peut-être pas la qualité des matchs qu'un Mathieu Lavigne aime voir, mais les cotes d'écoute étaient bonnes. Le duo Blondin-Le Tourneur faisait de l'argent. Le taux, pourcentage d'argent US était bon. Tout était beau. Michael Buffer faisait je ne sais pas combien pour dire son Let's get ready to rumble. Mais ça allait quand même bien, même si des gens comme toi peuvent questionner la qualité des combats. Et là, on demande de faire un 2e show et avec le même budget, venant tout chercher de l'énergie, un autre 2 heures, ça, là, je pense que, tu sais, tantôt, je te disais, quand Bischoff, à un moment donné, il a comme, pas déplugué, mais pris dans d'autres choses qui fait que tu n'as plus le cerveau que Vince a eu pendant plein d'années, focus sur le produit, trop, probablement. Mais lui, toutes ces affaires-là, dont Thunder, qui n'a jamais été bon, est venu une obligation, puis il aurait dû refuser, mais il ne voulait pas dire non à Ted Turner. T'sais. Puis plus tôt dans le documentaire, il parle de comment il a fait pour avoir le deal de Nitro, puis il dit c'est en disant la vérité, parce que la vérité, normalement, ça fonctionne. Puis il s'est aplani devant Ted Turner pour le Thunder. Puis l'idée au départ, c'était bon, on va mettre le brand autour de Bret Hart, on va diluer un peu notre roster pour enlever du monde qui ne servait à rien à Nitro pour les envoyer à Thunder. Très bonne idée de départ, mais 2 heures de plus chaque semaine en direct.
2 fois les arénas, 2 fois le planning, 2 fois l'écriture. Puis j'ai l'impression que Russo en parle aussi pour quand SmackDown est arrivé aussi à la WWE. Puis il avait l'air de dire la même chose par rapport au fait que, oublie ça, on ne peut plus se focusser sur Raw, on est obligé de penser aussi à SmackDown. Exact. Puis ça a fait qu'il a été plus vite à la WCW qu'il aurait dû. Fait que finalement, tu sais, puis là, aujourd'hui, avec la AEW, on a le même problème avec Collision puis avec Rampage, où je sais pas pour toi, Marc, mais moi, à part la fois où CM Punk apparaissait à Collision, j'ai jamais écouté Collision. J'ai jamais eu l'impression de manquer quelque chose en regardant pas Collision. On me dit que les combats sont meilleurs à Collision. Aucune difficulté à le croire. Moi non plus. Mais à un moment donné, j'écoute pas juste de la lutte dans la vie. Puis Thunder, en tout cas, Thunder, quand je l'écoute, c'est pour voir des choses que j'ai jamais vues dans la lutte avant, mais pas pour les bonnes raisons. C'est drôle parce que... Excuse, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de stress. Quand j'ai pensé à t'inviter, c'est drôle parce que ça fait 2 fois que tu nommes quelque chose que je m'en viens. Tu as nommé Vince Russo, c'est mon numéro, si on fait le 5-4-3, je suis rendu à mon numéro 2 des raisons. Ouais. Tu sais, tu parlais qu'il est peut-être parti trop vite de WWF dans le temps, probablement. J'ai toujours de la misère à savoir quand est-ce que c'est devenu WWE en 2000. Je pense que c'est entre 2001 et 2002 qui ont à l'été 2001, si je ne me trompe pas. Bertrand Hébert va nous corriger sur la date exacte, là, mais je pense que. Attendez, juste. Pas sûr qu'il va nous corriger parce qu'on n'est pas au roi de la reine ici, là. Pour qu'il arrive, qu'il appelle puis qu'il brasse tout le monde. Là. Je regarde les DVD de lutte en arrière de moi. Le logo de WWF est là jusqu'en mi-2002 à peu près. Donc, ça va être quelque part à l'été 2000, quelque part à l'été 2002 que le changement a été fait. Bon. Alors, tout ça pour dire que Russo et son acolyte Ferreira plus tard, tu sais, ils sont allés les chercher quand ils ont tassé Bischoff pour plein de raisons. Possiblement que j'aurais fait la même chose. Là, tu as demandé quand ça va pas, ça va pas. Il faut que tu brasses les cartes. Mais c'est drôle, j'écoutais ce matin en m'emmenant vers la maison et il parlait d'un joueur du Canadien qui a été, puis là, je fais exprès, je ne trouverai pas le nom. Là. Il a été échangé, ils l'ont ramené pour remplacer Dano du Canadien. Et puis, il n'a jamais chaussé la moitié des patins de Dano. Il est encore là, puis Dvorak. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, ils nous l'ont vendu. Je me souviens d'avoir lu l'article d'un coéquipier qui disait que Christian Dvorak ferait aussi bien, puis il n'a jamais rien fait en tant d'années. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est arrivé. Ils ont été poussés, surtout Russo, ont été mis sur un plateau d'argent alors qu'il ne fitait pas pantoute. Tu n'es même pas sur le bord d'embarquer sur le plateau. Et écoute, ce qu'on voit, il y a beaucoup de choses que je ne me souvenais pas. Là, je suis amnésique. Mais c'était incroyable comment que c'était de la grosse merde ce qu'il a fait. Ouais. Ils ont amené, dans le fond, tu sais, puis Russo est le premier à l'avouer, il n'écrivait pas de la lutte, il écrivait un show de télévision. Oui, il dit rendu là, ça montre juste qu'il n'y a aucun respect pour les traditions, pour l'histoire de la lutte, même qu'il n'y en a rien à battre. Il est le premier à l'avouer qu'il n'y en a rien à chier de l'histoire de la lutte puis de la valeur d'une ceinture. Puis lui, il était là pour écrire un show de télévision pour les gens qui n'écoutaient pas la lutte. Rendu là, je peux comprendre, c'était dans les mœurs de l'époque. On avait du Jerry Springer, le début des shows de réalité. Il fallait que tout soit un peu garoché. Il fallait que tout soit des feux d'artifice pour la semaine même pour ramasser des codes d'écoute, pour ramasser des annonceurs pendant ton émission de télé. Je comprends. Sauf que tu fais un show de télévision, fine, mais c'est un show de télévision de lutte. Puis le but premier de la présentation de la lutte, même, tu sais, t'as beau écrire un show de télévision, la lutte, c'est une des premières affaires qui était à la télévision depuis le début de la télévision. C'est une des affaires qui a rendu la télévision viable. Exact. La lutte,
c'est des combats de lutte. T'as beau mettre tout l'artifice autour que tu veux, t'as beau mettre des prises d'otages, des explosions, des monster trucks, des Judy Bagwell on a forklift. Si ton combat de lutte n'est pas bon dès le départ, ton bateau prend l'eau. T'as beau mettre n'importe quoi autour pour le cacher, si ta lutte est pas bonne, t'es absolument pas viable. Puis Vince Russo en avait rien à chier de la lutte. Lui, il allait se mettre un casque de football, se faire rentrer dedans par Goldberg dans une cage pour gagner la ceinture. Il s'en foutait. Mais des fois, je regarde la WCW puis je regarde les fans dans la foule. Je me dis, cette personne-là a peut-être payé 25$, 50$, 100$ son billet pour aller regarder 2 heures de Nitro Thunder. Puis ce qu'il voit, c'est ça. Je me dis, chaque personne qui allait voir la WCW comme fan de lutte, qui avait acheté de la marchandise, qui avait le câble, puis qui se pognait le TNT ou le TBS pour regarder la WCW, chacune de ces personnes-là qui quittaient l'aréna ce soir-là se disait, c'est la dernière fois que je regardais ou que j'allais à la WCW. Puis à un moment donné, tu as passé à travers ton pool de fans, tu ne peux plus renouveler sans arrêt ton public. À un moment donné, ton bateau a pris trop d'eau, tu coules, c'est sûr et certain. Puis Vince Russo, il a mis un plaster, OK, les ratings ont arrêté de descendre le temps qu'il était là les premiers 3 mois parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. OK. T'es curieux. Une fois que tu as tout vu, puis c'est ça. C'est mon opinion sur Vince Russo, puis je suis complètement d'accord avec toi quand il a sa place pour être le numéro 2. Dans justement un des épisodes, on ramène Eric Bischoff. Quelle mauvaise idée de penser que les deux pourraient travailler conjointement, que déjà ton bateau coule. Essaye de prendre quelqu'un qui peut boucher et non 2 gars qui vont se dire c'est toi qui bouches, c'est moi qui bouche le trou, toi qui bouche le trou, c'est moi qui bouche le trou. L'eau continue à pénétrer dans le navire. Puis, écoute, c'était écrit dans le ciel que ça ne fonctionnerait pas. Mais rendu là, je pense que le Titanic était déjà à moitié dans le submergé. Mais ça m'arrive à mon numéro 1. Ben oui. Mon numéro 1, et ce qui est quand même spécial, c'est que ça n'a pas rapport avec la lutte. C'est ça qui est dommage. Ted Turner, qui est un fan de lutte et qui perd son pouvoir dans la vente de la compagnie à Time Warner AOL. Et c'était, tu sais, comme Vince, la lutte, c'est sa vie. Et donc, il était tout le temps trop focus. Des fois, là, on a entendu des choses, puis qu'il aurait pu, il avait plus sa place là, puis laisser plus de place à Triple H à un moment donné, là peut-être, je sais pas, 5-6 ans en arrière. Mais la WCW, son grand allié était Ted Turner. Et quand que ça a diminué, et que là, tu entends les propos de Brad Siegel, que chaque fois que je le vois dans le documentaire, sa face ne me revient pas. Tu entends parler justement lorsqu'il a négocié la vente pour des peanuts à la WWF. Tu as le nouveau patron qui est arrivé, qui détestait la lutte, un dénommé Kellner. Lui, il arrive, il déteste la lutte. C'est le grand boss. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va dire, sors-moi ça d'ici. Fait que, tu sais, quand je te parlais de recettes, t'as toute cette bullshit dans l'organigramme en haut des lutteurs, en haut des bookers, en haut de tout ce qui est en haut dans l'administration de cette compagnie-là. Et dans tout ça, je me demande pourquoi on le sait pourquoi, parce qu'ils ont retiré les heures qu'ils avaient promis à Fusion, qui était la compagnie que Bischoff avait réussi à aller chercher 60 millions, 66 millions, quelque chose de genre pour acheter WCW. Puis quand Kellner il a dit
Ouais, quelque chose du genre. Quand lui il a dit non, moi, il n'y aura pas de lutte, ben là, ça vaut beaucoup moins. Mais c'est quelle, comment je pourrais dire ça? Quelle raison numéro un de, 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 de finir de remplir la tombe, là? Ben oui, rendu là, c'est l'équivalent de n'importe quel show de télévision ou série Netflix qui est cancellé. Ça n'a pas rapport avec les fans, ça n'a pas rapport avec les acteurs, ça n'a pas rapport avec les producteurs, les réalisateurs. Tu sais, ça nous ramène à l'essentiel de c'est qui les boss de la lutte. C'est pas Triple H, c'est pas Vince McMahon, c'est des actionnaires, c'est du monde dans des bureaux, c'est des cravatés qui n'ont jamais regardé la lutte de leur vie. C'est comme ça dans n'importe quel domaine. Dans le domaine du cinéma, j'imagine même pas, dans le domaine de la musique, c'est toujours ça. Les boss, c'est pas les gens qui commentent sur YouTube ou qui ont des opinions sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui regardent des chiffres. Mm. Puis si du jour au lendemain, ils décident que c'est terminé les combats hardcore, on perd un commanditaire si on le fait, ben ça va être fini les combats hardcore. Le fan n'aura même pas son mot à dire, il va s'adapter ou il change de poste. Puis la lutte, ça tombe dans cette catégorie-là où on pense qu'on a du pouvoir comme fan, les lutteurs pensent qu'ils ont du pouvoir, les bookers pensent qu'ils ont du pouvoir. Dès qu'on est à la télévision, tes boss, c'est du monde qui t'ont jamais vu, ils savent même pas t'es qui, ils ont aucune idée de ce que tu fais, puis ils en ont rien à battre. Eux, ils regardent des chiffres, ils font des appels conférences, puis ils disent ça, je sais pas c'est quoi, mais j'en veux pas. Mm. C'est plate, mais c'est comme ça. Tu vas te faire tuer par quelqu'un ça va être la journée la plus importante de ta vie. 20 ans de complications, puis d'histoires, puis eux, c'est un mercredi matin. Ils penseront même pas 2 fois. Tu sais, à un moment donné, Eric Bischoff qui dit j'arrive dans un meeting, il y a peut-être une quinzaine de personnes, je connais personne, et ce monde-là commence à me dire comment je devrais faire mon show. Il dit je capotais. C'était. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a jamais la réponse à savoir si. Parce que sa femme, elle dit à Bischoff comment il était. Il avait, lorsqu'il essayait d'acheter, là, c'était presque fait, était investi, il était revenu très positif. Est-ce qu'il serait retombé dans les affaires avec les vieux de la vieille, puis tout ça, on le saura jamais. Est-ce qu'il aurait réussi à remettre, je me souviens plus, c'était-tu Big Bang, son nom le premier show qu'il voulait faire, là, par après avec Fuse mais on n'aura jamais la réponse. Puis, tu sais, de l'entendre aujourd'hui, moi, je l'écoute presque à chaque semaine. Tu vois que c'est un gars qui a une bonne tête de lutte, là, tu sais, puis en tout cas pour moi. Donc, j'aurais été curieux d'avoir la possibilité, puis je ne dis pas ça parce que j'aurais eu la chance de travailler encore longtemps à RDS puis tout ça, là, mais de voir s'il aurait pu réussir à colmater et à repartir, mais on ne le saura jamais. Toi, t'en penses quoi? Moi, personnellement, je pense que non. J'admire le fait qu'Eric Bischoff a commencé comme un vendeur ambulant pour des jouets Ninja Star, puis qui est devenu une tête de lutte avec le temps. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, qu'il a appris à épouser son métier, sa business, puis il en est devenu le meilleur sur le marché pour ça. Mais je pense pas il y avait trop de bois mort à la WCW. Il aurait fallu probablement recommencer tous les contrats à tout le monde, enlever le creative control à Hogan au plus sacrant. Il aurait fallu se débarrasser des Kevin Nash ou des gars qui faisaient juste traîner de la patte puis qui allaient travailler avec la tête baissée puis qui regardaient leur script pour la soirée puis qui étaient comme comment je peux en faire le moins possible? Pardon? Ouais. Il ne l'aurait pas fait. Il ne serait pas débarrassé d'Hogan puis Nash. Je pense pas. Ben non. Fait que tu te retrouves avec le même bois mort. C'est sûr que l'histoire de la WWE aurait été différente. On n'aurait pas ramené la NWO. Rock n'aurait jamais eu son match avec Hogan à Toronto. L'histoire de la lutte serait complètement différente si Bischoff avait réussi à sécuriser son investissement avec Fusion. Quand il en parle aujourd'hui, il est content que ce ne soit pas arrivé parce que, de un,
ça lui a probablement enlevé beaucoup de stress sur les épaules. Puis il dit aussi qu'il est content que ça ait fini dans les mains de la WWE parce qu'eux avaient les canaux médiatiques un peu pour garder les archives, pour valoriser le contenu qui avait été fait, faire tous les documentaires qui ont rapport aujourd'hui avec la business. Eux ont grandi de ça, ont pris le meilleur de ce qu'il y avait à prendre à la WCW. On s'entend que ceux qui n'ont pas pris, tant mieux. Ceux qui ont laissé choix puis pas reprendre les contrats, c'était des paquets de troubles. À part peut-être un gars comme Sting, mais je pense qu'ils ont, oui, l'histoire de l'invasion, ça c'est une autre histoire pour un autre podcast, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire avec le bois mort de la WCW. Moi, je suis pas désolé que ça ait pas marché. Le produit est meilleur fait par quelqu'un qui était investi à 1 million % comme Vince McMahon. Oui. Aujourd'hui, les archives sont disponibles. Bischoff n'est même pas sûr de comment il aurait pu aller chercher ses propres archives si c'est lui qui avait sécurisé l'investissement. Je pense qu'au final, celui qui avait à gagner a gagné. Quel genre d'être humain on se retrouve après comme gagnant, parce que c'est toujours eux qui écrivent l'histoire, c'est les gagnants. Ça, c'est une autre histoire, mais tu sais, on est dans un monde parallèle. C'est le fun de digresser là-dessus, mais je pense pas qu'on peut avoir de réponse. Moi, personnellement, je pense pas que ça aurait marché. Et quand tu dis t'es pas déçu, moi, c'est pas une question de déception, c'est plus une question de curiosité. Mais Ouais. parce que tu sais, quand tu travailles dedans, des fois, tu vois pas le côté négatif. C'est sûr que les run-ins dans les combats où il y avait quelqu'un de la NWO, entre autres, ben, remarque, c'était chose que c'était tellement commun à la WCW, mais c'est une question de curiosité. Mais je suggère à nos membres et à ceux qui écoutent et regardent via YouTube, si vous êtes curieux, si la WCW vous dit quelque chose, si vous avez des souvenirs, oui, c'est en anglais, mais on a tenté, Mathieu et moi, de résumer un peu et de donner notre avis, mais allez prendre le temps de regarder. Vous êtes là-dedans. Le Mathieu nous a parlé de d'autres documentaires et d'ailleurs, on va recevoir Mathieu pour plusieurs suggestions et résumés de certains de ces documentaires-là dans les semaines à venir. Mais là, on est dans une période, l'automne arrive, tout ça. Alors, gênez-vous pas. C'est l'histoire de la lutte et la lutte, on adore ça. Fait amenez-en. C'est probablement le meilleur documentaire sur le sujet de la WCW qui a été fait parce qu'il est moins, on dirait qu'il est moins pro-WWE que les autres. J'en ai deux à la maison, de Monday Night Wars puis The Rise and Fall of WCW. Puis on s'entend que c'est raconté par la WWE. Fait qu'automatiquement, il est déjà... OK, celui de Vice est pas tout à fait au milieu non plus, mais on s'entend que tu racontes l'histoire d'une catastrophe, peu importe l'angle dans lequel tu l'attaques. Exact. Mais le montage dans celui-là est particulièrement excellent. Il y a un moment où Bischoff il dit ce matin-là, j'ai reçu un appel je pense que c'est Brad Siegel qui dit dans le documentaire, ça me tentait pas de le prendre, cet appel téléphonique-là. Je savais que ça allait être de la merde. Puis on a trouvé un extrait de backstage de la WCW, probablement d'un storyline où un Bischoff complètement fatigué prend le téléphone, fait semblant de parler au téléphone, puis il raccroche après. Et, ça me tentait pas. Puis ça vient nourrir les propos à Bischoff. Mon Dieu, qu'il y en a des images de la lutte qui sont utilisables hors de contexte comme ça. Puis le documentaire a été cherché chaque seconde qu'on pouvait exploiter d'images de lutte hors de contexte pour raconter une histoire. Puis ça, je l'avais rarement vu dans un documentaire de lutte. Mathieu, je te fais signe parce qu'il nous reste moins d'1 minute. Alors, j'en profite pour te remercier. Ça a passé tellement vite. Merci beaucoup. On se reparle sous peu pour les documentaires. Tu peux commencer à prendre des notes, tout ça. Je suis certain que tu as déjà commencé. Et dans les prochaines semaines, on va se parler. Et au plaisir de se croiser. Et au nom de tous les auditeurs et ceux qui regardent sur YouTube, je te dis un gros merci et beau T-shirt. Merci, M. Blondin. Au plaisir.
à la Carte Sport, fier partenaire du Sim et le Simmania. Surveillez nos événements pour gagner votre table VIP pour voir le retour des bonhommes 7 heures à Simmania 7. Alors, comme tu as vu, ça touche des cordes, la World Championship Wrestling, parce que, tu sais, on a parlé il y a quelques semaines, Ansem, de All Elite Wrestling qui essaie de compétitionner, mais, tu sais, World Championship Wrestling avait vraiment tout. Puis on dirait qu'ils ont brassé ça, puis on dit, OK, on va sortir les 20 pires idées. On va engager les 20 pires personnes. Tu sais, c'est comme si c'était un travail de destruction à l'interne. Exactement. Alors, voilà, on en a parlé, on a fait le tour et j'ai hâte là, de retremper dans ce... Pas retremper, mais bien tremper dans le documentaire Netflix pour la semaine prochaine. Alors, j'espère que toi aussi, tu auras le temps de le visionner. Définitivement, je suis déjà là-dedans. C'est tellement bon, comme j'ai dit. En une journée et demie, tu peux écouter ça sans arrêt. Tu peux te coucher à 4 heures du matin et passer à travers tellement c'est bon. Et moi, je suis juste à un épisode et demi d'écouter. C'est sûr qu'au départ, là, ils mettent la table. The table is put. Marc, il te reste 4 phrases à dire, t'es oublié. Puis on revient au début, la prémisse là, qui parle avec tout le procès qui s'en vient, les accusations, ces trucs-là. Mais dans les 2 premiers épisodes, on est vraiment... Tout ce qui est enregistré, c'est avant le scandale. Donc, ça va être intéressant. Puis j'ai hâte de voir comment McMahon va sortir de ça, comment il va être dépeint. Parce que, tu sais, dans la vie, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est sûr qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, mais à voir, mais ça va être fort intéressant la semaine prochaine. Ouais, alors, Marc, oui, vas-y. Attends, ce que tu dis, là, innocent jusqu'à preuve du contraire, ça, c'est dans les tribunaux, là. Oui. Parce qu'il y a des rumeurs, des fois, qui partent sur quelqu'un qui sont fausses. Il est condamné par la société. C'est sûr que le tribunal public est très, très dur. C'est sûr, ce qu'on a entendu sur Vince McMahon, c'est épouvantable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Tu as des lutteurs qui sont prononcés en disant qu'ils étaient là, qui n'ont jamais vu ce qui s'était passé. En tout cas, moi, j'ai écouté Eric Bischoff qui commentait l'épisode 1 de Netflix. Et selon lui, c'était sa jeunesse, c'était difficile. Ouais. Son père adoptif, puis tout le kit. Ouais, c'est ça. Puis selon Eric Bischoff, les producteurs-réalisateurs l'ont comme mis over pour être capable de le détruire par la suite. Mais il n'avait pas écouté plus que le premier. Alors, la semaine prochaine, on va... Au pire, on fera... l'épisode 1, 2, 3, mais 6, c'est du stock à parler sur un épisode. C'est du stock, Marc. Mais écoute, on le fera. On verra comment on le sent, comment on le fait. Alors, je ne te demanderai pas ce qu'on va avoir au menu la semaine prochaine parce qu'on le sait. Mais je vais te demander, Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Moi, il faut que je te dise, là, avant de finir, là. Ouais, vas-y. JMT Collection, là. On les salue, je veux revenir là-dessus parce que tantôt, je ne les ai pas mentionnés. Ben oui, c'est vrai. Eux autres qui nous donnent le chandail de Arbor Jackeye. Fait que s'il vous plaît, écrivez-nous en privé, 20 $ par participation. Puis je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.